Alors la première image s'appelle le Hubble Ultra Deep Field, c'est-à-dire que le champ ultra profond de Hubble. Elle a été prise par le satellite spatial, le télescope spatial Hubble. Et c'est une image qui est assez étonnante parce qu'en fait, on a pointé Hubble volontairement dans une zone où il n'y avait aucun objet connu. C'était une zone noire du ciel qui est à peu près grande comme la pleine lune. Et vraiment, il n'y avait rien de connu. Tous les télescopes, les meilleurs télescopes avaient regardé là-dedans et il n'y avait rien. Et on a justement pointé Hubble là. Parce qu'on voulait savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y a réellement? Est-ce qu'il n'y a réellement rien? Ou est-ce qu'un télescope aussi puissant que Hubble peut voir quelque chose? Et donc, on l'a pointé pendant 11 jours dans cette zone. Il a fait à peu près 4 photos, parce que son champ est plus petit, donc il a fait 4 photos pour faire cette image. Et chaque photo, c'est à peu près une centaine d'heures de pause. Donc vraiment 100 heures d'ouverture pour capter les moindres photons qui pourraient arriver. Et en fait, à l'arrivée, voilà, on voit une image avec des centaines de galaxies. Il faut bien se rendre compte que sur cette image-là, il y a peut-être 4 ou 5 étoiles. Les étoiles sont les seuls points qui ont une petite croix, qu'on voit avec une petite croix. Tout le reste, c'est des galaxies. Chaque petit point, c'est une galaxie. Et donc, on s'est rendu compte que voilà, là où on ne voit rien, en fait, il y a une infinité de galaxies. Et ça, c'est juste un tout petit coin du ciel. Donc, si on extrapole à l'ensemble de la voûte céleste, c'est juste vertigineux. Elle me touche parce que c'est presque plus au niveau du pari qui a été fait, en fait. Je trouve génial de s'être dit, on ne voit rien, donc on va aller regarder. J'aime bien cette attitude, je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile de nos jours à vendre aux gens qui nous donnent des sous, de dire bah, on ne sait pas, mais c'est justement parce qu'on ne sait pas qu'on veut aller regarder là-dedans. Les gens qui donnent des sous ont besoin de certitude et de plus en plus, on doit presque donner des résultats avant même de pouvoir les obtenir. Et ce champ-là, cette espèce de photo qui a une espèce de pari fou, de se dire il n'y a rien, mais ça va être super intéressant, moi je trouve ça très beau. Très beau et je trouve qu'il faut qu'on s'en rappelle plus souvent quand on... Enfin, on devrait en parler plus souvent aux gens qui nous donnent des sous. Alors la deuxième image, c'est en fait la détection des neutrinos qui nous sont arrivés depuis une supernova. C'est en fait la première supernova qu'on a pu observer avec les moyens modernes. Ça fait juste 30 ans, c'était le 23 février 1987. Et cette supernova, elle a pu enfin... C'était vraiment la première des temps modernes technologiques pour l'astronomie. Donc on a pu l'observer avec un peu tous les télescopes qu'on avait sur Terre qui se sont braqués sur cette supernova. Et puis en fait, on a été plus loin, c'est-à-dire qu'on a été regarder dans les archives des détecteurs de neutrinos. Donc ces détecteurs de neutrinos, c'est des espèces d'énormes puits de mines remplis d'eau lourde pour essayer de capter ces particules. Les neutrinos, c'est des particules très évanescentes, qui n'interagissent en principe pas avec la matière. Et donc, pour arriver à les capter, on a besoin d'une grande quantité de matière, en fait. Donc on remplit ces puits de mines d'eau et on les tapisse de photomultiplicateurs et on espère voir l'interaction d'un neutrino avec les molécules d'eau, en fait. Et là, sur cette image, on voit qu'effectivement, il y a une espèce de bruit de fond qui est les neutrinos solaires, enfin, qui sont les neutrinos solaires captés un peu en permanence par ces détecteurs. Et il y a tout d'un coup un pic. Et en fait, on a reçu dans ce détecteur-là 12 neutrinos, enfin on a pu capter 12 neutrinos de cette supernova. Et c'est un peu un exploit en fait. Et surtout, ça nous a permis de vraiment confirmer ce qu'on pensait comprendre du mécanisme de la supernova.
par effondrement de cœur. En fait, le cœur de l'étoile s'effondre parce qu'il est arrivé au bout de son combustible. Il n'a plus rien pour compenser sa gravité. Il s'effondre et en s'effondrant, il se transforme en étoile à neutrons. Et dans ce processus-là, il y a énormément de neutrinos qui sont émis. Et en fait, ce petit burst, ce petit sursaut de neutrinos qu'on a pu détecter dans ce puits de mine au Japon, il est arrivé 3 heures avant le flash lumineux, en fait. Parce que vraiment, dans les premiers moments de la supernova, avant même que l'explosion ait lieu, le cœur s'est effondré, a produit ces neutrinos, on a pu les capter sur Terre, et ensuite on a vu le flash. Alors, dans la chronologie de l'histoire, on a évidemment d'abord vu le flash, et ensuite on a été regardé dans les archives. Mais comme ça s'est passé, c'est ainsi. Et ça nous a permis justement de confirmer les modèles stellaires, en fait, ce qu'on avait compris de la fin des étoiles, de la fin de la vie des étoiles massives. Et donc, c'était la première fois qu'on pouvait sonder quelque part le cœur d'une étoile. À l'époque, c'était vraiment, ça a été la première fois et la seule fois pendant très longtemps. En fait, il a fallu attendre les débuts de l'astérosismologie pour commencer à sonder le cœur des étoiles pendant leur vie de manière un peu plus standard, si vous voulez. Mais là, c'était vraiment la première fois qu'on avait un écho de ce qui s'est passé dans le cœur de l'étoile. Je trouve fabuleux de se dire que sur les milliards de neutrinos qui ont dû nous arriver de ces supernovas, on en a détecté en tout et pour tout 26, dont 12 dans ce détecteur-là. Il y en avait d'autres détecteurs ont détecté d'autres neutrinos. C'est un exploit aussi au niveau de la détection des neutrinos, quelque part. Et en plus, bah oui, l'évolution stellaire, c'est mon dada, donc pour moi, c'est la première image où, justement, comme j'ai dit, on pouvait avoir une notion de ce qui se passait à l'intérieur de l'étoile, ce qu'on s'efforce de modéliser, en fait, pour essayer de comprendre. Mais jusqu'à présent, on n'avait accès qu'à la surface de l'étoile. Et là, tout d'un coup, on peut deviner ce qui se passe dans son cœur. Et donc, je trouve ça très beau. L'image dont je rêve, ce serait le graphique en fait dont je rêve, ce serait de pouvoir connaître les conditions dans le cœur de Bételgeuse. Bételgeuse, c'est une supergéante rouge. On sait qu'elle est dans la toute dernière partie de sa vie, mais on ne sait pas si elle va exploser la nuit prochaine ou bien dans 800 000 ans. Et j'aimerais bien qu'on puisse justement aller sonder son cœur, aller savoir quelles sont les conditions dans le cœur de cette étoile pour savoir où on en est et si je peux espérer la voir exploser de mon vivant ou pas.